Brevet de mathématiques, session 2023, Centre étranger groupe 1, exercice numéro 1, partie A. Dans cette partie, on s'intéresse au programme ci-dessous, composé d'un bloc triangle équilatéral et d'un script principal. On souhaite construire le triangle équilatéral ci-dessous. Le stylo est orienté à 90 degrés au départ, comme indiqué à l'écran. Complétez le script du bloc triangle équilatéral avec la valeur qui convient. Au premier sommet du triangle équilatéral, on pose le stylo en mode d'écriture. On avance de 50 pas. On arrive au deuxième sommet du triangle équilatéral. On rappelle que les angles d'un triangle équilatéral valent 60 degrés. Ici, il faut changer de direction et tourner de l'angle indiqué à l'écran. Cet angle dont il faut tourner est le complémentaire de l'angle de 60 degrés. Il vaut donc 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Il faut tourner vers la gauche de 120 degrés. La réponse correcte pour la question 1 était la réponse C. Parmi les trois figures, laquelle est obtenue avec le script principal? On se positionne au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. On oriente le stylo horizontalement, on efface tout, on pose le stylo en mode d'écriture, on trace un premier triangle équilatéral. Lorsque ce triangle équilatéral a été tracé, le stylo s'oriente comme à l'écran. Puis on relève le stylo, on tourne de 60 degrés vers la gauche, comme indiqué à l'écran, et on trace le deuxième triangle. La figure obtenue avec le script principal est donc la figure C. Quel polygone obtient-on si on remplace dans le script principal la boucle répétée 2 fois par une boucle répétée 6 fois? On obtient un hexagone. Partie B. Question 1. 2 tiers moins 1 tiers multiplié par 7 cinquièmes, le tout divisé par 4 tiers. Cela nous fait combien? Commençons par calculer ce qu'il y a entre parenthèses. Pour cela, mettons les deux termes de la soustraction sur le même dénominateur. Le dénominateur commun est 15. 2 tiers s'écrit donc 2 fois 5 sur 3 fois 5. Le calcul entre parenthèses peut s'écrire 10 moins 7, le tout divisé par 15. 10 moins 7 divisé par 15, cela nous donne 3 quinzièmes. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc 3 quinzièmes divisé par 4 tiers peut s'écrire 3 quinzièmes multiplié par 3 quarts. La réponse à la question 1 est la réponse C. Quelle est l'écriture scientifique de 302,4 × 10 puissance 18? On rappelle que l'écriture scientifique d'un nombre est a fois 10 puissance n, avec petit a un nombre compris entre 1 et 10 exclu, et petit n un entier relatif. 302,4 s'écrit 3,024 fois 10 puissance 2. 10 puissance 2 fois 10 puissance 18 s'écrit 10 puissance 2 plus 18, c'est-à-dire 10 puissance 20. L'écriture scientifique de 302,4 fois 10 puissance 18 est 3,024 fois 10 puissance 20. La réponse à la question 2 est la réponse B.
On donne ci-dessous la masse de 8 biscuits différents. 12 grammes, 10 grammes, 18 grammes, 8 grammes, 12 grammes, 15 grammes, 11 grammes, 13 grammes. Suite à une erreur de mesure, le biscuit pesant 18 grammes pèse en fait 16 grammes. Une fois cette erreur corrigée, la valeur de la médiane sera plus petite, la même, plus grande. Plaçons les valeurs de la série de mesure à avant correction dans l'ordre croissant. Ici, nous avons un nombre pair de valeurs. La valeur de la médiane est donc la moyenne des deux valeurs centrales, qui sont 12 et 12. La valeur de la médiane vaut donc 12 grammes. Réécrivons les valeurs de la série de mesure après correction. Seule la valeur maximale est changée. La valeur de la médiane se trouve donc inchangée. Elle vaut toujours 12 grammes. Donc une fois l'erreur corrigée, la valeur de la médiane sera la même. Exercice numéro 2. Les trois parties de cet exercice sont indépendantes et peuvent être traitées séparément. Une famille souhaite installer dans son jardin une cabane. La partie inférieure de cette cabane est modélisée par le rectangle BCDF. On précise que AB est égal à 1,3 m, DE 2,04 m, AC 0,5 m, BC et DF 1,2 m, et que les triangles ABC, BMN et FDE sont rectangles. Partie A, étude du toboggan. Pour que le toboggan soit sécurisé, il faut que l'angle DEF mesure 30 degrés au degré près. Le toboggan de cette cabane est-il sécurisé? Nous allons dans le triangle DEF rectangle en D calculer la tangente de l'angle DEF. La tangente de l'angle DEF est égale au côté opposé DF sur le côté adjacent DE. Par application numérique, nous trouvons que la tangente DEF vaut 0,59. L'angle DEF est égal à l'arc tangente de 0,59. Il est égal à 30,5 degrés. Arrondi au degré près, il vaut 30 degrés. Le toboggan de cette cabane est donc sécurisé. Montrez que la rampe du toboggan EF mesure environ 2,37 mètres. Nous pourrions ici utiliser sinus de l'angle DEF ou cosinus de l'angle DEF pour calculer la longueur EF, mais nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en D. Le carré de l'hypoténuse EF est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. EF au carré est égal à DE carré plus DF carré. Passons à la racine carrée. EF est égal à la racine carrée de DE puissance 2 plus DF puissance 2. En passant à l'application numérique, nous trouvons que EF est égal à 2,37 mètres. Partie B, étude de l'échelle. Pour consolider l'échelle, on souhaite ajouter une poutre supplémentaire MN comme indiqué sur le modèle. Démontrer que les droites AC et MN sont parallèles. Ici, la droite AC est perpendiculaire à la droite BC. La droite MN est perpendiculaire à la droite BC. Les droites AC et MN sont perpendiculaires à une même droite, donc les droites AC et MN sont parallèles entre elles. On positionne cette poutre MN telle que BN est égal à 0,84 m. Calculez sa longueur MN. Comme MN est parallèle à AC et que les triangles BMN et BAC sont semblables, nous allons appliquer le théorème de Thalès aux triangles BMN et BAC. MN sur AC est égal à BN sur BC. Donc MN est égal à AC fois BN sur BC. Passons à l'application numérique. Nous trouvons que MN vaut 0,35 m. Partie C.
Étude du bac à sable. Un bac à sable est installé sous la cabane. Il s'agit d'un pavé droit dont les dimensions sont longueur 200 cm, largeur 180 cm, hauteur 20 cm. Calculez le volume de ce bac à sable en centimètres cubes. Le volume d'un pavé droit est égal à la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. 200 multiplié par 180 multiplié par 20, cela nous donne 7,2 fois 10 puissance 5 cm3. On admet que le volume du bac à sable est de 0,72 m3. On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable amassonné et de sable fin dans le ratio 3 pour 2. Vérifiez que le volume nécessaire de sable amassonné est de 0,432 m3 et que celui de sable fin est de 0,288 m3. Le volume de sable amassonné est égal à 3 divisé par 3 plus 2, c'est-à-dire 3 cinquièmes du volume du bac. 3 cinquièmes de 0,72, cela nous donne 0,432 m3. De même, le volume de sable fin est égal à 2 divisé par 2 plus 3, c'est-à-dire 2 cinquièmes du volume du bac, c'est-à-dire 2 cinquièmes de 0,72, cela nous donne 0,288 m3. Un magasin propose à l'achat le sable amassonné et le sable fin, vendu en sac. D'après les indications à l'écran, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir entièrement ce bac à sable, sachant qu'on ne peut acheter que des sacs entiers? Pour calculer le nombre de sacs de sable amassonné, nous devons diviser le volume de sable amassonné par le volume d'un sac de sable amassonné. 0,432 sur 0,022 nous donne un nombre décimal que nous devons arrondir par excès à l'unité près. Le nombre de sacs de sable amassonné est de 20. De même, le nombre de sacs de sable fin se calcule en divisant le volume de sable fin par le volume d'un sac de sable fin. 0,288 sur 0,016, cela nous donne 18. Il nous faut donc 18 sacs de sable fin et 20 sacs de sable amassonné. Le coût de revient est égal au nombre de sacs de sable amassonné multiplié par le prix d'un sac de sable amassonné plus le nombre de sacs de sable fin multiplié par le prix d'un sac de sable fin. 20 multiplié par 2,95 plus 18 multiplié par 5,95, cela revient à 166,1 €. Exercice numéro 3. Amir et Sonia ont chacun inventé un programme de calcul. Montrez que si le nombre choisi au départ est 6, alors on obtient 2 avec le programme d'Amir et on obtient 38 avec celui de Sonia. Prenons le programme d'Amir. On choisit un nombre égal à 6. On soustrait à ce nombre 5. 6 moins 5, cela nous fait 1. On prend le double du résultat, 1 fois 2, cela nous donne 2. Prenons maintenant le programme de Sonia. On choisit le nombre égal à 6. On ajoute 3, 6 plus 3, 9. On multiplie le résultat par le nombre choisi, c'est-à-dire 9 fois 6, 54. On soustrait 16 au résultat précédent, 54 moins 16, cela nous donne 38. Amir et Sonia souhaitent savoir s'il existe des nombres choisis au départ pour lesquels les deux programmes renvoient le même résultat. Pour cela, ils complètent la feuille de calcul à l'écran. Parmi les trois propositions suivantes, indiquez la formule qui a été saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers la droite. La formule qui a été saisie dans la cellule B2 permet de calculer le résultat du programme d'Amir pour le nombre saisi dans la cellule B1. Le nombre choisi est situé dans la cellule B1. On soustrait 5, donc on fait B1 moins 5. Et le résultat obtenu
doit être multiplié par 2. Il nous faut donc mettre B1 moins 5 entre parenthèses. La formule qui a été saisie dans la cellule B2 est B1 moins 5 entre parenthèses multiplié par 2. En vous aidant de la feuille de calcul, quel nombre doivent-ils choisir pour obtenir des résultats égaux avec les deux programmes? Le nombre moins 2 donne des résultats différents pour les programmes d'Amir et de Sonia, de même que le nombre moins 1, le nombre 0, le nombre 1, le nombre 3 et le nombre 4. Le nombre à choisir pour que les résultats des programmes d'Amir et de Sonia soient identiques est le nombre 2. En effet, lorsqu'on choisit comme nombre 2, les programmes d'Amir et de Sonia donnent comme résultat moins 6. Sonia et Amir souhaitent vérifier s'il existe d'autres nombres permettant d'obtenir des résultats égaux avec les deux programmes. Pour cela, ils décident d'appeler x le nombre choisi au départ de chacun des programmes. Montrer que le résultat obtenu avec le programme de Sonia est donné par x carré plus 3x moins 16. Reprenons le programme de Sonia. Le nombre choisi est noté x. On ajoute à ce nombre 3, on obtient x plus 3. Nous multiplions x plus 3 par le nombre choisi x. Donc nous devons noter x plus 3 entre parenthèses et le multiplier par x. Puis, à ce nombre-là, nous devons soustraire 16. Donc nous obtenons x plus 3 entre parenthèses fois x moins 16. Développons la parenthèse. X plus 3 multiplié par x, cela nous donne x au carré plus 3 fois x. Donc le résultat final est donné par x carré plus 3 fois x moins 16. On admet que les programmes donnent le même résultat si on choisit comme nombre de départ les solutions de l'équation x moins 2 multiplié par x plus 3 égale à 0. Résoudre cette équation et en déduire les valeurs pour lesquelles les deux programmes de calcul renvoient le même résultat. x moins 2 fois x plus 3 est égal à 0 si x moins 2 est égal à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc si x égale à 2 ou x égale à moins 3. Les solutions de l'équation sont donc moins 3 et 2. Exercice numéro 4. Des élèves organisent pour leur classe un jeu au cours duquel il est possible de gagner des lots. Pour cela, ils placent dans une urne 3 boules noires numérotées de 1 à 3 et 4 boules rouges numérotées de 1 à 4, toutes indiscernables au toucher. On pioche au hasard une boule dans l'urne. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Alors comme il y a au total 3 plus 4, 7 boules dans l'urne, il y a 7 issues possibles. Le nombre d'issues favorables qui conduisent en fait à tirer une boule rouge correspond au nombre de boules rouges, c'est-à-dire 4. La probabilité de tirer une boule rouge est égale au nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues totales, à savoir 4 septièmes. Quelle est la probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair? Le nombre d'issues possibles est toujours égal à 7. Le nombre d'issues favorables correspond au nombre de boules dont le numéro est un nombre pair. Ici, il y a la boule noire numérotée 2, la boule rouge numérotée 2 et la boule rouge numérotée 4. Il y a donc 3 issues favorables. La probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair est donc égale à 3 divisé par 7.
Le jeu consiste à piocher dans l'urne une première boule, la remettre dans l'urne puis en piocher une seconde. Pour chacune des boules tirées, on note la couleur ainsi que le numéro. Pour gagner un lot, il faut tirer la boule rouge numérotée 1 et une boule noire. Quelle est la probabilité de gagner? Pour déterminer le nombre d'issues possibles et le nombre d'issues favorables, nous allons dresser un tableau à deux entrées. Sur la première entrée du tableau, nous indiquons la boule tirée lors du premier tirage. Et sur la deuxième entrée, nous indiquons la boule tirée lors du deuxième tirage. Le nombre d'issues possibles est égal au nombre de cases dans le tableau, à savoir 7 x 7, c'est-à-dire 49. Déterminons les issues favorables. Pour gagner, on peut tirer d'abord la boule rouge numérotée 1 et la boule noire numérotée 1, ou encore la boule rouge numérotée 1 puis la boule noire numérotée 2, ou encore la boule rouge numérotée 1 puis la boule noire numérotée 3. On peut également d'abord tirer la boule noire numérotée 1 puis la boule rouge numérotée 1, ou tirer d'abord la boule noire numérotée 2 puis la boule rouge numérotée 1, ou encore tirer la boule noire numérotée 3 puis la boule rouge numérotée 1. Il y a au total 6 issues favorables. Le nombre d'issues favorables est égal à 6. Le nombre d'issues totales est égal à 49. La probabilité de tirer la boule rouge numérotée 1 et une boule noire est donc égale à 6 divisé par 49. Partie B. Constitution des lots. Pour constituer les lots, on dispose de 195 figurines et 234 autocollants. Chaque lot sera composé de figurines ainsi que d'autocollants. Tous les lots sont identiques. Toutes les figurines et tous les autocollants doivent être utilisés. Peut-on faire 3 lots? Alors pour pouvoir faire 3 lots, en utilisant toutes les figurines et tous les autocollants, il faut vérifier que le nombre de figurines et le nombre d'autocollants sont des multiples de 3. Le critère de divisibilité par 3 est que la somme des chiffres qui composent le nombre soit un multiple de 3. Prenons le nombre 195. La somme des chiffres qui le composent est 1 plus 9 plus 5, c'est-à-dire 15. 15 est un multiple de 3. Donc 195 est divisible par 3. Faisons de même pour 234. La somme des chiffres qui le composent est 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 9. 9 est un multiple de 3. 234 est divisible par 3. 195 étant divisible par 3, 234 étant divisible par 3, nous pouvons donc constituer 3 lots. Décomposer 195 en produits de facteurs premiers. Les premiers nombres premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 195 n'est pas divisible par 2 puisqu'il ne se finit pas par un chiffre pair. Voyons s'il est divisible par 3. La somme des chiffres qui le composent est égale à 15. 15 est un multiple de 3, donc 195 est divisible par 3. 195 divisé par 3, cela nous donne 65. Vérifions si 65 est divisible par 3. 6 plus 5, cela fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3. 65 n'est pas divisible par 3. Vérifions si 65 est divisible par 5. 65 se finit par le chiffre 5. 65 est donc divisible par 5. 65 divisé par 5, cela nous donne 13. Or, 13 est un nombre premier. 13 divisé par 13, cela nous donne 1. 195 s'écrit donc 3 fois 5 fois 13.
Sachant que la décomposition en produit de facteur premier de 234 est 2 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 13, combien de lots peut-on constituer au maximum? Reprenons la décomposition en produit de facteur premier de 234 et 295. Cherchons le plus grand commun diviseur. Pour cela, nous allons chercher les facteurs premiers communs aux deux décompositions. Les facteurs premiers communs aux deux décompositions sont 3 et 13. Le plus grand commun diviseur de 195 et de 234 est égal à 3 fois 13, c'est-à-dire 39. Nous pouvons donc constituer jusqu'à 39 lots. De combien de figurines et d'autocollants sera alors composé chaque lot? Chaque lot sera constitué de 195 divisé par 39, c'est-à-dire 195 divisé par 3 fois 13, c'est-à-dire 5 figurines. Et de 234 divisé par 39, ou encore 234 divisé par 3 fois 13, c'est-à-dire 2 fois 3, 6 autocollants. Exercice numéro 5. Pour se promener le long d'un canal, deux sociétés proposent une location de bateaux électriques. Les bateaux se louent pour un nombre entier d'heures. Petit 1. Étude du tarif proposé par la société A. Pour la société A, le prix à payer en fonction de la durée de location en heures est donné par le graphique à l'écran. Répondre aux questions à l'aide du graphique. Quel prix va-t-on payer en louant un bateau pour 2 heures? Nous allons faire une lecture graphique et lire l'ordonnée du point de la droite d'abscisse x égale à 2 heures. L'ordonnée est de 60. Le prix à payer en louant un bateau pour 2 heures est de 60 €. On dispose d'un budget de 100 €. Combien d'heures entières peut-on louer un bateau? Lisons pour cela l'abscisse du point de la droite d'ordonnée y égale à 100 €. L'abscisse est comprise entre 3 et 4. Pour un budget de 100 €, on peut louer un bateau 3 heures. Expliquez pourquoi le prix est proportionnel à la durée de location. Ici, la courbe représentant le prix en fonction de la durée de location est une droite passant par l'origine. Donc, l'ordonnée est proportionnelle à l'abscisse. Le prix à payer est proportionnel à la durée de location. En déduire à l'aide d'un calcul le prix à payer pour une durée de location de 10 heures. Nous avons vu dans la question précédente que le prix à payer est proportionnel à la durée de location. Donc, il existe une constante K ou coefficient de proportionnalité tel que le prix à payer est égal à K fois la durée de location. Pour déterminer le coefficient de proportionnalité K, nous pouvons lire les coordonnées d'un point de la droite et déduire le coefficient K en divisant l'ordonnée correspondant au prix par l'abscisse correspondant à la durée de ce point. Prenons par exemple le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 60. Le coefficient de proportionnalité K est égal à 60 divisé par 2, il vaut 30. Le prix à payer est donc égal à 30 fois la durée de location. Pour une durée de location de 10 heures, le prix à payer est égal à 30 fois 10, c'est-à-dire 300 €. Petit 2, étude du tarif proposé par la société B. La société B propose le tarif suivant, 60 € de frais de dossier, plus 15 € par heure de location.
montrer qu'en louant un bateau pour une durée de 2 heures, le prix à payer sera de 90 euros. Le prix à payer est constitué des 60 euros de frais de dossier, auquel il faut ajouter le prix des heures de location, une heure de location coûtant 15 euros, 2 heures de location coûtent 2 fois 15, c'est-à-dire 30 euros. Le prix à payer en louant un bateau pour une durée de 2 heures dans la société B est donc égal à 90 euros. On désigne par X le nombre d'heures de location. On appelle petit f la fonction qui, au nombre d'heures de location, associe le prix en euros avec le tarif proposé par la société B. On admet que petit f est défini par f de x égale à 15 fois x plus 60. Sur le graphique, tracez la courbe représentative de la fonction f. La fonction f est une fonction affine. La courbe représentative de la fonction f est donc une droite. Pour tracer une droite, il nous faut connaître les coordonnées de 2 points de la droite. Calculons l'ordonnée du point de la droite d'abscisse x égale à 0. L'ordonnée du point d'abscisse x égale à 0 se calcule en multipliant 15 par 0 et en rajoutant 60. La droite passe par le point d'abscisse x égale à 0 et d'ordonnée y égale à 60. Calculons l'ordonnée du point de la droite d'abscisse x égale à 4. f de 4 est égal à 15 fois 4 plus 60. Cela nous donne 120. La droite passe donc par le point de coordonnées 4, 120. Le prix payé est-il proportionnel à la durée de location? Nous avons vu précédemment que la fonction f est une fonction affine. Sa courbe représentative est une droite ne passant pas par l'origine. Donc, le prix payé n'est pas proportionnel à la durée de location. Comparaison des deux tarifs. On souhaite louer un bateau pour une durée de 3 heures. Quelle société doit-on choisir pour avoir le tarif le moins cher? Quel prix va-t-on payer dans ce cas? Pour chaque société, déterminons le prix à payer lorsqu'on souhaite louer un bateau pour une durée de 3 heures. Pour cela, nous allons déterminer l'ordonnée du point d'abscisse x égale à 3. Dans le cas de la société A, il nous faut payer 90 euros. Et dans le cas de la société B, il nous faut payer 105 euros. Pour quelle durée de location le prix payé est-il identique pour les deux sociétés? Nous allons devoir déterminer l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Le point d'intersection des deux droites a pour abscisse x égale à 4. La durée de location est donc de 4 heures. Et le prix à payer est de 120 euros.